des dieux ou des réalisateurs multimilliardaires. C'est-à-dire que quand on écrit un bouquin, en fait, on a de l'or pur qui coule de notre stylo, on peut faire des interpellations où on veut, des explosions, des poursuites en hélicoptère. La première fois que j'ai bossé pour une série qui s'appelle Engrenage, j'imagine que tu la connais, ton fils joue dedans, mais ton fils est partout. Comment il s'appelle? Jean dit mon fils. J'ai regardé sur IMDb. Donc quand je bossais pour Engrenage, ils m'ont offert un cadeau, ils m'ont dit si tu veux, alors ils m'ont vite repris le cadeau. Ils m'ont offert un cadeau, ils m'ont dit si tu veux, tu peux écrire la première scène de meurtre. J'étais super content. C'est donc une scène de meurtre qui se passe donc dans le Thalys. Nos flics interviennent, ils font sortir tout le monde, et il y a un cadavre en plein milieu du Thalys, et donc alors après ils sortent Gare du Nord. Et moi j'arrive tout content avec mon petit projet de 2 pages où j'ai écrit le premier meurtre. Et eux, en lisant, au fur et à mesure, ils ont une calculatrice, ils font alors l'acquisition de la Gare du Nord, l'acquisition d'un Thalys, 95 figurants. Ils me disent, ah bon, alors à la fin, dans Engrenage saison 6, ils trouvent un corps dans une poubelle. Voilà, là on est rentré dans nos sous, tout va bien. Donc effectivement, on est multimilliardaires, et puis effectivement aussi on est des murges, parce qu'on peut décider de la vie et de la mort de nos personnages. Je pense qu'un personnage a une histoire à nous raconter. Cette histoire, elle peut prendre 1 livre, 3 livres, 5 livres, mais au bout d'un moment, il devient dangereux d'aller récupérer dans ce personnage des histoires qui ne lui appartiennent pas. C'est pour ça que je suis très très à l'écoute de mes personnages. Moi, pour moi, le Capitaine Coste, il a fait ce qu'il a fait à faire. Et puis en plus, c'est une trilogie, c'est très très équilibré, une trilogie. Tu découvres, tu aimes, tu perds. C'est la base de la trilogie. Si après tu veux faire un 4e, il faut redécouvrir, donc il faut reconstruire, et puis parfois ça peut faire factice. Et puis des fois, tu regardes des séries à la télévision, dans la saison 12, ils ont dû se marier, être enceintes, divorcer, se trahir. Tu es obligé de construire des tas de trucs qui font qu'en fin de compte, tu vas faire vivre tes personnages au-delà de leur date limite de péremption. Et des fois, c'est dangereux. Des fois, il faut réussir à couper le cordon et à refuser de faire même l'épisode que tu aurais envie de faire en te disant que ça va peut-être un peu trop loin. Dans Surface, Noémie Chastain, c'est l'histoire d'une reconstruction. Donc évidemment, elle se reconstruit. Et ce serait fou d'en écrire un 2e avec ce même personnage, parce que maintenant qu'elle s'accepte, qu'est-ce que je lui fais jouer maintenant? C'est redevenu en fait un personnage lambda. Donc il faut que je crée autre chose. Dans Entre deux mondes, c'est plus sur le mouvement migratoire qu'autre chose, donc je ne vais pas en faire un 2e non plus. Donc, voilà, il faut écouter ces personnages et écouter leurs envies. Pour la série Maglisa, c'est pareil. Au départ, c'était pas du tout prévu que ce soit des personnages récurrents. C'est arrivé comme ça au fil de l'eau. Régulièrement, on me demande, comme les camarades, on me demande sur les salons, est-ce qu'il va y en avoir d'autres avec Daniel et Lisa, on aime bien les retrouver. Et au début, je ne me suis pas posé la question. Au bout du 3e, 4e, je me dis, bah oui, il y en aura d'autres, parce que dans des enquêtes policières, il y en a des tas. Mais c'est vrai, quand on a joué sur un certain nombre de ressorts, on se dit, est-ce que je ne vais pas faire une redite? Est-ce que je ne vais pas recommencer quelque part le même bouquin, même s'il est un petit peu différent? Est-ce que ça ne va pas être le même truc que je vais prendre? Et donc finalement, dans ce 8e roman, j'ai décidé qu'il allait leur arriver quelque chose qui allait changer leur vie définitivement. J'en révélerai pas plus là parce que ce serait dommage, mais c'est vrai que je pense qu'une série, il y a un moment ou un autre, elle doit changer, elle doit vivre d'elle-même en fait, on doit s'en séparer pour construire autre chose. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse se renouveler, soit sur des hors-séries, soit sur d'autres personnages, soit sur une partie des personnages. Mais il arrive un moment, effectivement, comme Denis Lohan, je me souviens, il a fait une série qui était vachement bien avec Gennaro McKenzie, et il y a un moment où il fallait qu'il arrête aussi. Et c'est exactement, je pense que c'est dans ces 2 petites-là que je vais continuer l'écriture aussi. D'autres questions dans le public? Ils sont très sages. Très gentils. Ils ont intérêt de ça, je pense que connaissent. Ils sont trop. Est-ce que vous restez, quand vous écrivez des trucs pour écrire un roman policier, il fallait avoir un certain nombre de connaissances? Un certain nombre de connaissances de la police, de tous les rouages qui interviennent. Est-ce qu'un roman policier reste quand même dans le domaine de la fiction? Ça peut, c'est vous qui choisissez. Par exemple, si vous prenez Fred Vargas, effectivement, on est dans la fiction. Les enquêtes n'existent pas, les affaires n'existent pas, la méthode de travailler n'existe pas, on est vraiment sur on est plus sur de la narration de personnages et ce qui va arriver au personnage plus que sur l'enquête. Personnellement, mes romans, moi, sont vraiment, ont un goût de bitume, de ciment, de cité, ils ont un goût d'ultra-réalisme aussi. Je n'écris jamais d'enquête qui ne soit pas faisable. Et puis, en fait, je réunis aussi toutes les enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé pendant plus de 17 ans.
je prends les enquêtes les plus cocasses, les plus folles, les plus dramatiques, les plus terribles, et je les mixe pour faire une enquête. Ce qui fait que dans les romans, ce que vous lisez, ça n'existe pas, l'enquête que vous lisez n'existe pas, mais toutes ces composantes existent. Donc en ça, on est sur de l'ultra-réalisme. Mais c'est un peu comme... je vais repartir sur les séries. Il y a 2 séries qui sont en parallèle. On a Engrenage et on a Braco. Engrenage, c'est une série où il y a des consultants, beaucoup de consultants, des flics, des juges d'instruction, des tas de magistrats, même des délinquants. Quand je regarde Engrenage, je n'accepte pas qu'il y ait la moindre erreur procédurale, parce que c'est le contrat que je passe avec Engrenage. Mais quand je regarde Braco d'Olivier Marchal, ça tire à la Kalachnikov dans les rues de Paris, ça conduit des Porsche Cayenne quand c'est gardien de la paix, tout va très bien, mais c'est pas grave, j'aime ça, parce que j'ai passé un contrat avec Olivier Marchal qui est le contrat du divertissement. Donc il y a de tout dans le polar, comme dans tous les types d'art, il y a de la peinture réaliste et puis il y a de la peinture... je suis tellement mauvais en peinture que je ne sais même pas terminer ma phrase. D'ailleurs, vous parlez de roman. Un roman, c'est une fiction. Donc après, il faut déterminer ce que vous avez envie de considérer comme vrai ou pas. Voilà. Et nous, s'il y a des accents de vérité dans certaines choses, c'est à vous de choisir. Mais le roman, c'est pas un document. Voilà. Par exemple, dans mon cas, j'ai écrit aussi des polars qui sont des pures fictions, dont je parlais tout à l'heure d'une petite douceur meurtrière ou Monsieur Émile à la série noire. Monsieur Émile, c'est un thriller vu à travers le regard d'un chien. Voilà. Il y en a qui mettent des chats aussi, comme enquêteurs. C'est ça qui est génial dans l'écriture, c'est qu'on est libre. C'est encore un des rares endroits où on est vraiment totalement libre. Il faut en profiter. D'autres questions dans le public? Oui, une question. Merci. Oui, alors je ne sais pas si tous les quatre vous aurez la même réponse, mais lorsque vous commencez l'écriture, vous connaissez déjà le rebondissement et la fin? Non, en général, non. Je connais à peine le premier chapitre, donc j'y vais au feeling, comme on fait un peu du hors-piste, quoi. C'est vraiment devenu ma technique d'écriture depuis mon 4e roman, depuis L'Enfance de d'émeraude. Les 3 premiers, je les ai fait avec des plans, j'ai trouvé ça horriblement chiant, et depuis, je fais ça en surf. Jamais de fin. Une étincelle, et puis après, ça, voilà, je laisse le fil se dérouler dans ma tête et ça vient au fur et à mesure. J'ai un petit squelette, et puis après, autour, je brode la chair et les choses arrivent comme ça. Et parfois, je me dis, oh, ben tiens, celui-là, je vais le tuer. Et puis, en fait, non. Et puis un autre, je m'étais attachée, et puis tout d'un coup, je sais pas ça, je me lève de mauvaise humeur le matin, clac, je zigouille. Moi, j'ai besoin de 6 mois d'enquête déjà avant de travailler, donc j'ai beaucoup d'informations. Au fur et à mesure de ces informations, j'essaie de comprendre à peu près dans quel chapitre je vais les mettre. Ensuite, j'ai un grand tableau de 2 mètres sur 2 mètres, un grand tableau Velleda chez moi, où je fais un peu comme quand on avait des enquêtes à multiples suspects ou à multiples victimes. On a un murder board, c'est un peu classe, un tableau criminel. Et donc j'ai un tableau criminel chez moi où je mets les photos des gens comme je les imagine, où je mets des entrefilets de presse, je mets des points d'interrogation, des fils qui relient les points les uns aux autres. Et une fois que j'ai tout ça dans ma tête, je refais un second tableau cette fois-ci, où je chapitre exactement tout ce que je vais faire, et je fais même des tableaux. Il faut que j'ai une scène d'action, une scène d'équipe, une scène de mystère, une scène d'action, une scène d'équipe, une scène de mystère, pour qu'il y ait une sorte de ronflement de train qui vous embarque dans le truc et qui fait qu'on arrive au concept du page turner. Voilà, moi j'essaie vraiment d'attraper le lecteur et de lui donner un rythme quasi hypnotique. Mais je sais, avant même de poser la première lettre du premier chapitre de la première page, je sais exactement ce qu'il y aura dans chacun des chapitres et comment ça va se terminer. Les surprises, elles ne sont pas pour moi, elles sont uniquement pour le lecteur. Vu que moi je fais des enquêtes qui sont plutôt des puzzles, il faut d'abord que j'ai une vision ultra linéaire, et après je peux exploser tout ça, le mettre dans tous les sens, ça m'importe peu, parce que moi déjà je sais de toute façon comment on va de A à Z, donc ça ne me pose aucun problème, ce qui fait que le lecteur a une sensation de flottement, mais jamais d'être perdu. Ce qui me permet aussi, par exemple, dans Surtension, d'avoir 47 personnages
Et j'ai jamais entendu personne me dire ah bah attention, à un moment donné je me suis paumé. C'est-à-dire que quand on voit vraiment le grand tableau, on peut s'amuser vraiment dans les détails et puis semer comme ça, comme des petits morceaux de pain, vraiment baliser le chemin pour faire en sorte que le lecteur se plante à chaque fois et aille dans la direction que vous voulez, et alors que vous l'attendez à côté. Moi j'ai un côté un petit peu psychopathe et méticuleux. Ça doit être hyper bien rangé chez toi. C'est très très bien rangé chez moi. Mais ça se voit que tu es psychopathe. Hein. Et une fois que... Pardon. Moi, je travaille un peu comme toi, mais sauf que moi, je n'ai pas de tableau. J'ai jamais travaillé avec des tableaux quand j'étais en activité. Mais j'aime bien aussi prendre mon temps pour préparer tout ça. Et puis ensuite, j'ai tout dans la tête. J'ai une grosse tête. Et puis ça coule. C'est pareil, c'est un petit peu le truc comme ça. Je n'aime pas ne pas savoir où je vais. C'est le meilleur moyen d'arriver au milieu, c'est vers où je sais pas. Donc, il faut être précis, organisé. Ah oui, je sais, mais beaucoup d'auteurs disent ça, disent non, mais moi, les personnages, ils font ce qu'ils veulent. Non, il ne faut pas. Il y a une logique quand même. Ouais, non, c'est moi le chef. Dans ton illogisme, tu peux avoir un fil rouge, une logique. Oui, mais j'aime bien moi-même ne pas me dire tiens, ça va de là à là, de A à Z, comme ça. Non, moi j'aime bien être surprise par mes personnages aussi. Je crois que c'est Stephen King qui disait que s'il savait à l'avance ce qu'il allait écrire, ça l'amuserait plus. La partie qui m'amuse, c'est avant, justement. C'est avant le temps d'écrire. Ouais. C'est là où je m'amuse vraiment. C'est parce que trouver un petit truc, genre, oh là là, ça. Je m'amuse moins. C'est pas que je m'amuse pas, mais je m'amuse beaucoup moins que dans cette phase de préparation. C'est un peu comme la chasse, quoi, hein, comme on a l'habitude. Une fois qu'on a arrêté les mecs, bon, on est content de l'avoir fait. On attend qu'ils nous avouent, parce que ça, c'est quand même important. Ils disent oui, c'est moi. Voilà comment j'ai fait. Mais sinon, c'est pas le plus jouissif, c'est quand même avant. Vrai ou faux? C'est vrai, madame le commissaire. C'est vrai, oui. Une autre question? Oui. Alors, En tout cas, merci, parce que je n'ai absolument pas de roman policier, vous m'avez donné envie. Donc, merci. Alors, ensuite, la difficulté, c'est lequel choisir. pas tous. Oui, je sais. Entendez bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que vous savez si dans vos lecteurs, vous avez beaucoup de policiers ou pas? Est-ce que c'est un public, a priori? Est-ce que si parmi nos lecteurs on a des policiers? Est-ce Déjà, que les policiers lisent oui. des romans policiers? Et Oui, ils lisent pas. deuxième point, quel est le regard de vos collègues policiers? Alors là, cette deuxième question, c'est plus orienté par rapport aux deux policiers. C'est comment ils perçoivent un ancien collègue qui écrit sur, grosso modo, leur maison, voilà, effectivement. Merci. je ne connais pas le ratio de flics qui nous lit, parce qu'ils ne se présentent pas à chaque fois comme salut, je suis collègue. Ils le font quand même souvent. Le seul chiffre que je connais, c'est que 80% des lecteurs sont des lectrices en polar. Voilà, ça, c'est le seul chiffre. Donc, que je... comme 80% des policiers ne sont pas des femmes, la réponse à votre question. Après, concernant la manière dont on voit nos romans, ce qu'on partage avec Daniel, c'est que nos policiers ne sont pas des super-héros, ils sont faillibles, sont des gens totalement ordinaires, dont le métier est extraordinaire, donc c'est le métier qui les pousse à être extraordinaires en eux-mêmes. Ils sont comme vous et moi, on est tous extraordinaires, vous êtes tous merveilleux. Mais en fait, ce sont des gens totalement normaux, leur métier est extraordinaire, ils ont la tête sur les épaules, c'est le monde autour qui tourne mal. Ils aiment cette idée qu'on redonne un flic, on remet le flic au milieu du village, on redonne un flic normal, un flic des années 2000, voilà, un flic qui a d'autres choses à faire que son métier, un flic qui peut avoir des hobbies, un flic qui peut être père, un flic qui peut être mère. On va lui donner une vraie vie autour. Je pense qu'il est terminé, c'est bien heureux, le temps où dans les romans policiers il fallait que le flic commence sa journée avec un verre d'alcool, tienne l'après-midi avec un rail de coke, si éventuellement sa copine peut être une ex-prostituée, alors c'est magique, on a le tableau complet, et en plus il a des problèmes avec sa hiérarchie. Bon, bah moi des flics comme ça aujourd'hui ça n'existe plus, donc ce serait caricatural de les mettre en scène. Donc, voilà, le flic a changé, donc les romans changent, et ils aiment bien voir, ces policiers, ils aiment bien voir que ce héros-là,
bah, l'air de rien, ils auraient peut-être fait la même chose dans cette situation-là. Il n'y a pas de poursuite en hélicoptère, il n'y a pas de bagarre avec un mec contre 17 et tout ça. Non, c'est des gens normaux, et alors les policiers peuvent s'identifier. Et en fait, un policier, c'est pas autre chose qu'un lecteur, et le lecteur, quand il s'identifie au personnage, c'est tout gagné. Donc quand un flic s'identifie à nos policiers, nous, on a gagné la partie. C'est vrai, le personnage, d'ailleurs, on ne dit pas un héros, moi je ne le dis jamais. Je n'ai pas une héroïne, j'ai un personnage principal qui va fédérer autour d'elle un certain nombre de choses, parce que chez nous, les héros, ils sont morts, souvent. C'est quand on est mort qu'on est un héros, mais dans la vraie vie, on n'est pas ça. Donc il n'y a pas de héros. Les grands flics, ils étaient surtout flics parce qu'ils étaient médiatiques, grands parce qu'ils étaient médiatiques, parce qu'ils se confrontaient aussi à des truands un petit peu emblématiques également. Il faut un grand truand pour faire un grand truc. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Vous ne les voyez même plus. Les seuls qui s'expriment d'ailleurs dans les médias, à part les vieux comme nous qui sommes retraités et qui avons le droit de parler, sinon les autres, c'est des syndicalistes. Il n'y a jamais un flic qui dit « ouais, je vais mener telle enquête ». Et les lecteurs, justement, ils cherchent peut-être ces personnages-là, mais ils ne les trouveront pas chez nous, c'est sûr. En tout cas, pas chez toi et pas chez nous. Et d'ailleurs, moi, beaucoup de collègues viennent me voir, les magistrats aussi, les avocats. Ils me disent, les magistrats, ils me disent, enfin, quelqu'un qui parle de nous. Parce que dans les polars, les pauvres magistrats, c'est toujours le petit capitaine tout seul dans son coin qui fait sa petite enquête, qui va tout résoudre, qui va tout arranger subitement, sans l'aide de personne. Il n'a pas de patron, ou alors c'est un abruti total, parce qu'il faut bien qu'il va faire valoir quand même. Et puis les magistrats, on ne sait même pas qui ils sont, on ne sait même pas s'ils existent. Alors eux, quand on respecte un petit peu le contenu de la chaîne pénale, ce qui n'est pas forcément toujours rigolo pour les lecteurs, je le conçois, mais enfin, en tout cas, ceux-là, nos lecteurs professionnels, eux, ils apprécient. Une autre question. Alors, avec l'extort de Attends, pardon, on a passé le micro à... Voilà. Non, on te repasse un peu. Vous m'entendez? Oui. Une question pour Olivier Norek. J'avais dans la grande librairie le réalisateur d'Elsa Tessara, à l'idée qui voulait adapter Entre deux mondes. Puisqu'il disait que c'était un devoir de conscience, un devoir de mémoire, et je voulais savoir si ce projet avançait ou pas. Le cinéma et la télévision, ça prend énormément de temps. Vous auriez pu me poser cette question il y a 2 ans, je vous aurais répondu la même chose, et peut-être dans 2 ans, je vous répondrai la même chose. Ça prend beaucoup de temps. Le seul problème avec Entre deux mondes, justement, c'est que... Alors, pour faire de grosses généralités, les Français vont au cinéma pour voir de la comédie. Le polar, c'est mort depuis très 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 longtemps. Le polar est un objet télévisuel. C'est un objet de consommation télévisuelle ou de plateforme. On ne va pas au cinéma pour voir un polar. Les polars, ça fait 100 000, 200 000, 300 000 entrées. Une comédie, ça fait 1 million, 2 millions, 3 millions d'entrées. Un bon polar à la télévision, ça fait 5 à 6 millions de téléspectateurs. Donc moi, je préfère vraiment la télévision. Malheureusement, Entre deux mondes, c'est une histoire qui commence en Syrie, qui passe par la Libye, qui traverse la Méditerranée, qui traverse toute l'Europe, qui arrive dans la jungle de Calais. Il faut refaire la jungle de Calais, il faut 10 000 figurants. Donc autant dire que financièrement, c'est juste pas possible. Donc ça peut être quelque chose qui ne peut être que de cinéma. Mais j'ai aussi peur de la proposition qu'on va faire. C'est est-ce que vous avez envie, un soir, après une journée de travail, de reprendre votre manteau, de monter dans une voiture pour aller voir au cinéma des histoires de migrants dans un camp de réfugiés, de flics fatigués et d'une France un peu qui se trahit un peu dans ses valeurs. C'est vrai qu'on a plus envie d'aller voir le dernier film de Danny Boone. Je comprends complètement. Mais donc, résultat, le dernier polar qui a bien marché au cinéma, c'est Francisque et les Orfèvres. Ça a déjà au moins 10, 15... C'était il y a très longtemps. Donc voilà, il y a tellement de propositions de polar à la télévision, en série et en film, que c'est devenu l'habitude. En France, le polar se consomme à la télévision, la comédie se consomme en famille au cinéma. C'est pour ça que c'est un projet qui prend beaucoup de temps, parce que le sujet est complexe, parce qu'il est très coûteux, et qu'il faut aussi trouver les acteurs qui vont le porter. Il n'est pas mort. Du tout, il n'est pas mort. Bon, et du coup, vous avez un temps de regard un petit peu dessus ou pas sur l'adaptation? Chacun sa place. Il y a tellement de filtres pour arriver à l'objet film ou à l'objet série. Il y a les scénaristes, il y a les producteurs, il y a les diffuseurs, il y a maintenant les acteurs aussi qui disent bah moi ce rôle-là je ne vais pas faire comme ci ou comme ça. Donc en fait on a une dizaine de personnes en filtre. Si en plus l'auteur qui a écrit le bouquin arrive en disant ouais mais moi j'aimerais bien que la vague elle arrive comme ça va commencer à faire trop. Donc voilà.
Moi, s'il y a des gens qui veulent faire le film, je leur dis bravo, merci beaucoup, allez jusqu'au bout. Et j'essaye le moins possible, sauf quand je suis scénariste, auquel cas, là, c'est moi qui ai la main. Mais là, pour Entre deux mondes, Gilles Paquet-Brenner est lui-même et scénariste et réalisateur. J'ai vu plusieurs de ses films que j'ai beaucoup aimés, donc je lui fais entière confiance. Merci. Oui, je voulais juste vous demander, quand vous avez traité Nestor Burma, c'est pas un flic, c'est un détective. Alors, est-ce que c'est très différent pour écrire quelque chose avec un détective plutôt qu'avec un flic traditionnel, on va dire? Le détective, on peut lui faire pas mal de choses que ne fera pas un flic. Il peut être très borderline, il n'est pas obligé de suivre, il va se heurter forcément à la procédure policière, donc au commissaire Farou en l'occurrence, qui va essayer de le remettre dans les clous. Mais bon, il joue un peu à saute-bouton avec les règlements, c'est le principe même du détective privé. Donc c'est beaucoup plus libre en fait que de faire travailler un policier, c'est certain. C'est comme un acteur. Hein. Un acteur, il doit être capable de jouer un rôle de détective. Nous, je pense qu'on a la capacité, me semble-t-il, de se mettre dans la peau. Après, il suffit de mettre ses habits, hein, puis de suivre un peu son chemin. C'est pas très différent, non? Il y a une collection aussi chez French Paul qui est l'embaumeur. Il y a bientôt Nicolas Lebel qui va en sortir un, le fameux Nicolas Lebel dont on a parlé tout à l'heure. L'embaumeur, c'est aussi un personnage extrêmement différent. Là, c'est quelqu'un qui embaume les gens avant de les mettre au cimetière. Donc forcément, on a des enquêtes qui n'ont strictement rien à voir avec les policiers. On peut passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du noir et puis du gris pour faire vibrer le lecteur, pour le faire frissonner. Tout en sachant qu'on se fout éperdument des procédures policières qui là pour le coup sont vraiment très en arrière-plan. On peut vraiment énormément s'amuser, enfin quand on l'écrit en tout cas. Moi j'ai créé un commissaire Léon, c'est un flic qui tricote. Qui tricote, non, mais j'en ai connu des bien barrés, qui faisaient des choses, hein, qui élevaient des mouches. Oui, on s'en fait, il y avait des mouches. Tati Daniel, qu'est-ce qu'elle fait dans le film? Vous avez vu le film? Oui, bien sûr. Alors, C'est la chef. au lieu de rester chez elle, elle va trafiquer. Oui. Bien, merci à vous toutes et vous tous pour vos questions. On va pouvoir passer à la séance de dédicace. Avant d'avoir remercié nos invités de ce soir qui nous ont fait la gentillesse de venir, on peut les applaudir encore une fois. Merci aussi à Daniel qui passait le micro et qui a organisé toute la soirée. À Dominique qui est au fond de la salle et qui a beaucoup contribué à la logistique. Merci Dominique. Et Thierry à la régie pour tout ce qui concerne le studio Raspail. Et merci au public d'être venu et d'avoir si bien participé. Vous avez vécu une première. Pour nous, c'était très important. On est ravis. Je pense que tout le monde est ravi. Apparemment, ils ne sont pas trop tristes sur la scène, donc tout va bien se passer. Pour certains, c'est la première fois que vous venez dans ce lieu. N'hésitez pas à y revenir, parce que nous organisons régulièrement des événements. Le prochain événement, alors c'est un peu loin, c'est les 16 et 17 novembre. C'est les 4 barbus, c'est les 4 filles qui reprennent un spectacle monté par Pierre Dac et Francis Blanche. C'est assez irrésistible. En règle générale, si vous venez chez nous, les entrées sont libres et gratuites. Vous serez toujours les bienvenus. N'hésitez pas à pousser la porte. Et d'ici là, n'oubliez pas, il a l'habitude, Jean-Philippe. Gardez les pieds sur terre, mais surtout, ayez la tête dans les étoiles. À bientôt. C'est pas facile.